Bonjour, en tant que chercheuse dans le domaine de l'apparence et de la représentation, c'est une grande satisfaction pour moi de participer à ces symposiums dans le centre de Versailles. Je voudrais donc commencer par exprimer ma profonde gratitude à la direction, le secrétariat, son comité scientifique, et le féliciter pour ce colloque. Là où on a la possibilité de réfléchir sur la cour de Versailles, son modèle, sa formation, son paradigme et son élévation au rang de mythe, de même que sa représentation sociale et ses pratiques de pouvoir, comme le comportement, le geste ou le vêtement, ou même les éléments de la presencia, la prestance nobiliaire, mais aussi par l'identité de ces acteurs qui ont fait usage de cette distinction. Je vais préciser que quand on évoque la cour de Versailles, on s'imagine toujours sa somptuosité, sa richesse, ses modes, son côté cérémonial, ou même Marie-Antoinette. Je ne serai pas celle qui niera le pouvoir et les apparences vont du père, mais en suivant le chemin de grands historiens tels que M. Philippe Mansell, M. Gérard Sabatier, M. Mathieu Livignan et M. Alvarez Osorio, et sur la base de mes recherches aux archives du Palais Royal et aux archives historiques nationales, mon dessein sera de démontrer l'influence de la cour de Versailles sur la caserne de Madrid, chez les ducs de Sun, dans les réformes de mœurs, de coutumes et des usages, sans par autant faire une hispanisation du modèle français. Et je tiens à préciser que je ne le ferai pas dans la typique optique féminine, c'est-à-dire pas à partir du vêtement féminin, des modes féminines ou des personnages comme Marie-Antoinette. Et son homologue espagnol, la 9e duchesse de Sun, célèbre pour ses robes à la mode et son amant. Mais dans l'autre côté des études de genre, c'est-à-dire dans le champ des l'essai des études sur les masculinités, et à partir d'une figure masculine, une figure un peu plus inconnue, mais pas pour cette raison anonyme. Je parle de Francisco Maria de Paula Tellejiron, le 16e duc de Sun, et sur la façon dont il est devenu la pièce maîtresse dans l'outil de remodelage de l'étiquette et de la maison royale au début du XVIIIe siècle. Fils du grand exilé Gaspard Tellejiron, 5e duc de Sun, Francisco Maria a commencé sa carrière en tant que gentilhomme de Charles II, mais il est entré dans l'histoire comme l'un des personnages clés sous le règne de Philippe d'Anjou, et l'homme qui a été chargé de l'accueillir à la frontière avec la France et l'escorter jusqu'à Madrid, toujours fidèle à son nouveau souverain. Il était le premier à adopter l'habit français, composé d'un juste accord d'une veste et d'une culotte, et diffusé comme l'image et l'étiquette du courtisan de Versailles, même lorsque Louis XIV a conseillé à son petit-fils de ne pas changer les habitudes vestimentaires des Espagnols. En effet, il ne faut pas oublier que le premier portrait officiel de Félix V était son portrait habillé selon la mode espagnole, c'est-à-dire avec le vêtement noir typique d'un jubon, d'un ropilla, c'est-à-dire une sorte de pompoin espagnol qui était devenu un signe d'identité, ainsi que la golille blanche, qui était le complément de la monarchie de la maison d'Habsbourg. Cependant, il a également porté quelques éléments français,
qui sont passés inaperçus, comme la perruque, l'insigne du Saint-Esprit ou les bas blancs. Et c'est avec cet apparent que Philippe V s'est montré dans les cérémonies officielles, même pendant qu'à l'Alcázar de Madrid s'est formé le fameux débat de l'apparence, avec tant de détracteurs comme le marquis de Medina Sidonia, des condescendants comme le marquis de Villafranca et des partisans tels que le duc de Sun, le duc de Medinaceli et le marquis de Villena. En particulier, l'inventaire de biens de Francisco Maria a révélé de nouvelles informations sur son adaptation à la culture française, qui était non seulement visible dans ses actions politiques, mais aussi dans sa garde-robe, la sienne et celle de ses domestiques, où l'on trouve de nombreuses vestes juste au corps. Ces dernières apparaissaient sous un nom français. Ceci lui permettait d'étaler également des biens de luxe tels que ce carrosse peu connu jusqu'au présent, qui était le reflet de la splendeur de la cour de Versailles. En effet, on ne peut pas oublier que, comme l'ont souligné divers historiens tels que Marcello Luzi, Catherine Dessau ou Thomas Glessner, la réforme de l'étiquette n'était pas seulement l'un des premiers, mais aussi la plus importante. Et à cet égard, Philippe V décidait de transférer cette image indumentaire qui incarnait le privilège royal à l'uniforme d'une nouvelle armée qui devait refléter la monarchie, la dynastie et l'honneur du roi, c'est-à-dire le garde du corps. Une armée courtisane au sein de l'armée elle-même qui non seulement rehaussait le prestige du souverain en rehaussant les phases de cérémonie, mais lui donnait aussi la force armée capable d'imposer sa volonté aux grands d'Espagne. En effet, engagé de la première année du XVIIIe siècle dans la rénovation de la maison royale, Louis XIV et Philippe V utilisaient les gardes royales comme le socle de l'autorité royale, notamment en imposant à la cour cette nouvelle étiquette. Et ces troupes se trouvaient de lors au sein de la stratégie d'implantation des Bourbons en Espagne. Le garde du corps jouissait non seulement de la proximité du souverain, mais aussi de son prestige, qui le distinguait en tant qu'élite du reste de la cour de Bourbon. De ce fait, ces tenues officielles incarnaient à la fois des prérogatives et des distinctions nobles et palatiales. À cette fin, nous examinerons l'armée du garde du corps royal en tant qu'image de pouvoir. Les gardes du corps se distinguaient par un justaccord bleu qui définissait leur silhouette et complétait leur tenue par une veste sang de bœuf et culotte. En concret, le justaccord, c'était l'élément distinctif de cet uniforme et se caractérisait par des manches longues jusqu'au poignet, avec du lacet décoré qui, comme les bretelles, distinguait les différentes troupes. Cet uniforme se complétait par une culotte bleue, la couleur qui indiquait la tutelle de la personne royale en différenciant des autres troupes qui portaient la même couleur que les chaussettes. La culotte était également terminée par des boutons qui donnaient de la lumière au tissu grossier sur lequel seule la cravate en dentelle blanche ressortissait. En effet, la première référence aux boutons modernes appartient à son règne et plus précisément à la décoration de ses uniformes. De même, l'apparence de la garde du corps s'est caractérisée par une cocarde, une bannière garnie qui couronnait leur chapeau, fait en forme de grain rose
au ruban de plusieurs plis qui étaient couchés sur les hauts de leur chapeau. Cet accessoire dont la cuillère était assortie à celle de revers de juste-corps et permettait de reconnaître les corps militaires qui le portaient. En effet, la garde du corps a été comme un corps parallèle à l'armée régulière dans le cadre des réformes de la Maison royale qui visait à imprégner l'Alcazar du prestige français ou étranger avec une fonction et coercition exercée par le grand royal à l'égard de l'aristocratie espagnole et en minimisant leur importance. Ces mesures provoquaient le mécontent et le déplaisir de Grande-Espagne, épisode illustré par l'affaire du banquillo, le petit banc, qui éloignait et opposait ces dernières au roi ou à sa garde du corps. Un épisode considéré comme la cristallisation de l'irréductible antagonisme entre la haute noblesse espagnole et l'absolutisme de Félix V, en même temps qu'il illustrait la fonction restrictive des gardes du corps. Tout à fait, cette circonstance trouvait son origine dans le souci de protéger le jeune monarque, comme manifestait l'ambassadeur français à Madrid. Et je cite, « Le roi ne pourra jamais rien exécuter ici, ni réformer tous les abus qui se sont glissés depuis un temps infini, tant dans les finances que dans l'exécution de la justice, sous les trois rois fainéants, que sa majesté n'était ici du bon trop, bien fidèle et bien discipliné, dont il soit sûr et duquel il tirera une garde tant pour la décence que pour la propre sûreté. » En concret, il faisait suite à une décision de Félix V de placer ce petit banc juste derrière lui, lors de cérémonies à la chapelle du palais, de telle sorte que le duc de Sun, capitaine de garde du corps en fonction, ne le quittait pas de yeux. Une telle distinction était jugée excessive par les grands, qui ne tolèrent pas qu'une tierce personne s'interpose entre eux et le roi. Face à cette offense, Félix V restreint encore l'accès à sa personne et pour souligner l'héritage français, il a décidé de créer ce corps à l'imitation de la maison de roi de Louis XIV. Cette armée se caractérisait par le fait qu'elle servait le roi, tant à pied qu'à cheval, et que son unique mission était de veiller sur les monarques. Cette distinction le différenciait des troupes régulières par leur fonction et leur cursus honorum. L'affaire du petit banc était l'occasion qui permettait à Félix V d'imposer définitivement sa nouvelle garde, de procéder à plusieurs remaniements dans la distribution de la maison et de consacrer les divorces de la haute noblesse et de la couronne. C'est en réalité une alliance de principe qui ne fera pas prospérer au fil du temps. Amelot expliquait de la sorte le choix du duc de Sun, distinction que sera transmise aussi à son frère, le futur 7e duc de Sun, lorsque Francisco Maria sera nommé ambassadeur en France et 4 ans plus tard à Versailles, et en recevant la parure de 24 boutons de diamant du roi Soleil. Un geste que le duc rendra avec le don de ce cabinet représentant le fait et les gestes de Félix V pendant la guerre de succession. Pour toutes ces raisons,
On a vérifié l'image et l'apparence de cette grande Espagne qui a contribué au remodelage de la maison royale en contribuant au débat capital sur les vêtements comme armée politique. L'outil d'analyse inédit constitue la maison de Sun, nous a permis de relier le processus de civilisation à la politique collective et de repenser ainsi les discours de domination. Muchas gracias. Merci à tout le monde.